Et j'ai l'impression de voir en fait les 2 premiers Paddington mais en moins bon en fait tout simplement. Ces Avengers ne peuvent pas vaincre Ultron. Pas seul. Oui, professeur. Il n'y a pas de professeur ici. T'as de la poigne pour un tétard. Des clins d'œil à ma nana. Alors, certes, il y a eu des scènes de panique, Banana. certains préjugés. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre. Eastwood. Clint Eastwood. Qu'est-ce que c'est que ce nom à la mort moelle-l'œil? Sa vie dans une école. Pourquoi vous obstinez-vous à ne pas comprendre mon action ? Bienvenue dans ce nouvel épisode de LCDS. LCDS, c'est le format critique de la nuit des sorties. On analyse un film ou une série. Et pour ce faire, je suis comme d'habitude avec Al. Bonsoir Al. Bonsoir Esta, comment ça va? Ça va et toi? Bah écoute, ouais, plutôt sympathique. Là, il y a des trailers qui sont sortis de partout. Voilà, on a un peu vu ce qui sortait cette année. Il y a des trucs qui nous hype. Il y a des trucs qui nous hype moins. Et il y a des gens, leur plus grosse attente de l'année, c'est de voir un ours en peluche déambuler au Pérou, quoi. Enfin bref, chacun ses attentes, après tout. Ouais. Bon, après, je ne me sens pas visé. Je ne sais pas de qui tu parles du tout. Je sais pas, il y en a plein, hein, des Ah fans ouais de l'ours brun, là. Petit ours brun, je sais pas si tu te souviens. Petit ours Tu brun. regardais Petit ours brun, comment ça s'appelait déjà Je vois ce que c'est visuellement, mais je crois que j'ai jamais regardé. Mais ça s'appelait comment Bonne nuit les petits. Bonne nuit les petits. Ah, Manu les petits, oui, avec le marchand de ça. Mais ouais, j'ai vu un petit peu, ouais. Oui, il y avait le petit ours Oui. brun, là. Il y avait le gros ours brun, je crois. Et c'était un peu Oui. flippant, en fait. J'ai revu des images, c'est un peu flippant. C'est parce qu'ils sont un peu. Ah, c'est marionnettes. Ouais, mais les marionnettes, j'ai trouvé un peu flippant. Genre, surtout des enfants, quoi. Il y a un YouTube poop sur ça qui est très drôle. Bonne nuit les petits peu qui s'appelle, voilà. Bonne nuit les petits peu. Non, mais- Après, nous, toi, t'es pas fan de genre de comédie familiale, tout ça, hein, toi. De toute façon, ces trucs-là, c'est pas trop ton truc, quoi. Pas spécialement, quand j'étais gamin, j'avais regardé Beethoven et tout, ou Sauver putain. Willy. Putain, on est vraiment dans les animaux, en tout cas. Ah oui. Ouais, c'est ça, quoi. Oui, c'est vrai, c'est un peu ça, quoi. Si, j'aimais bien quand j'étais gamin, mais bon, après oui, j'en suis un peu sorti, quoi. Après, je passais à American Pie, Scary Movie. Ouais, c'est d'autres genres de comédie familiale. Enfin, je dirais pas que c'est des comédies familiales. Ouais, je dirais pas ça non plus. Ouais, moi non, j'ai jamais été dans ces trucs-là. Enfin, si, peut-être quand j'étais petit, tu vois, mais je m'en souviens plus trop. Et moi, en fait, je sais pas, j'ai l'impression que c'est des films qui se ressemblent beaucoup, surtout. Et qui, tu sais, qui sont censés être des films feel good, mais qui m'apportent aucun feel good. Au final, je sais pas, ça me cringe un peu. Voilà, j'ai utilisé le mot cringe, oui. Mais ça me parle pas vraiment, en tout cas ces trucs-là. Mais là, on a une comédie familiale qui a marqué quand même son temps, parce que là, je pense que les films sont déjà cultes quasiment en fait, hein, avec il y a une grosse fanbase en fait qui sont autour des films Paddington. Et qu'est-ce que tu peux nous dire d'ailleurs sur Paddington de base, Ista? Alors, l'ours Paddington est un ours de fiction créé par l'écrivain britannique Michael Bond dans une série de 23 livres écrits de 1958 à 2012 et illustrés par plusieurs artistes dont Peggy Fortnum et David McKee. Mais ça, c'est pas très connu en France. Je pense que c'est connu surtout au Royaume-Uni, en fait. Je pense que c'est là un peu que Paddington a fait ses armes, parce que moi, j'avais jamais entendu parler de Paddington avant la sortie des 2 films, alors qu'en fait, en Angleterre, c'est un vrai truc un peu culturel depuis des années, en fait. Hein. C'est un peu rentré dans leur culture, dans leur imaginaire, quoi. Mais en fait, dans le monde, pas du tout, quoi. C'est vraiment, nous, on a découvert Paddington avec le premier Paddington, quoi, il y a 8-9 ans, je crois. Ouais, c'est 2014, je crois, le premier. 2014, bon, il y a plus de 10 ans, quoi, du coup. Ouais. Mais ouais, moi, je sais pas toi, mais j'avais jamais entendu parler de cet ours-là, quoi. Non, moi non plus, pas avant les films, en tout cas. Clairement. C'est un peu leur Winnie l'ourson, le Winnie l'ourson du Royaume-Uni. Ouais, il y a un peu de ça, ouais. Mais du coup, Paddington 1, Paddington 2, on les a découverts récemment, puisque nous, on n'avait pas du tout vu les Paddington, même si on avait entendu les échos extraordinaires des gens qui te disent que Paddington, c'est des chefs-d'œuvre, surtout le 2, c'est des chefs-d'œuvre. Ista, t'as vu les 2 il y a une semaine ou un truc comme ça. Qu'est-ce que tu as pensé des Paddington, du Paddington 1 et des Paddington 2? Ouais, je les ai rattrapés effectivement la semaine dernière. Du coup, j'ai bien aimé, je trouvais ça très sympa, très feel good sur le coup, l'aspect feel good a marché sur moi. Ouais, c'est des films familiales, là, vraiment sur les valeurs de la famille, tout ça. Paddington, le personnage de Paddington en lui-même est très attachant, je trouve. Il est plutôt bien réussi, il est bien fait aussi, numériquement, voilà, par les équipes d'effets spéciaux. Ouais, je trouve que c'est très sympa à regarder, je pense que c'est un film très familial, je pense que genre tu regardes ça avec ton neveu ou ta nièce, ou ça peut être sympa, quoi. Il y a un côté un peu film de Noël, je trouve, et il y a un truc que j'aime bien, c'est aussi l'aspect un peu anglais, justement,
fait penser un peu à Doctor Who sur le coup, parce que voilà, on est vraiment dans les rues de Londres et tout. Et ça, j'aime bien un peu l'aspect un peu anglais, quoi. Oui, vas-y, parce que c'est une franchise du coup du Royaume-Uni et pas une franchise américaine comme on en a l'habitude en général. C'est ça. Voilà pour le coup. Après, effectivement, Paddington 1 et 2, je rejoins un peu le train, même si pour moi c'est pas des chefs-d'œuvre. Voilà, je sais qu'il y a des gens qui sont là, surtout il y a des gens qui disent que Paddington 2 c'est un chef-d'œuvre. Oui. En vrai, je trouve pas si, enfin, en fait le 1 j'étais surpris parce que j'avais peur que ce soit un peu surcoté Paddington et tout, et au final je comprends pourquoi en fait beaucoup de gens aiment bien, et même moi j'ai plutôt aimé. Mais le 2 je le trouve pas si au-dessus du 1, je trouve un peu mieux que le 1 peut-être, mais je le trouve pas si, tu sais, genre en mode il y a vraiment un step de fou entre le 1 et le 2, tu vois, je l'ai pas vraiment ressenti pour le coup, mais c'est des vraies comédies familiales comme on n'en fait plus trop en fait, parce que je pense que c'est plus dans l'air du temps aujourd'hui, surtout dans les comédies familiales américaines, c'est-à-dire que c'est des comédies familiales qui s'assument, quoi, qui sont, et ça c'est un des trucs qui revient beaucoup sur pourquoi les gens aiment Paddington, c'est que surtout que c'est sincère en fait, c'est pas cynique, c'est pas ultra référencé, c'est pas méta, parce que si ça avait été fait par exemple à Hollywood, je pense qu'on aurait eu cette mouvance ultra référencée dans ces films là, alors que là pas du tout, tu vois, c'est très doux, ça va droit au but, quoi. Clairement les films en fait ils sont très très agréables à regarder en fait, ces films là, il y a pas de gras, ça prend le temps en fait sur certaines scènes importantes, mais en même temps c'est pas survitaminé, en fait ça prend le temps là où ça doit prendre le temps, et en fait il y a pas vraiment de gras, et c'est ça en fait qui est assez agréable dans le film, parce que c'est des films cousus de fil blanc, je veux dire, tu vois le film, tu vois où ça va aller, etc., mais en vrai c'est pas grave, tu vois, dans le thème du film, dans le ton du film et tout, et en plus c'est surtout très bien réalisé quand même, plutôt il y a des idées un peu tout le temps de Paul King, voilà, qui est le réalisateur des 2 premiers Paddington, et qui a changé dans le 3, on y reviendra, mais il y a toujours des bonnes idées en fait, des vraies séquences qui sont enchanteresses, quoi. Vraiment sur le coup, il y a vraiment une idée à la minute. Moi les films Paddington, ça m'a beaucoup fait penser au cinéma de Wes Anderson par exemple. Je trouve qu'il y a un peu de ça. Oui, j'y ai pensé aussi. Ouais, j'y ai pensé complètement. Il y a un peu de ça dans le film, et surtout, tu l'avais dit, les VFX c'est vraiment super, parce que là on suit un ours qui est dans la ville de New York, de Londres, et voilà, qui se trimballe un peu partout, et l'intégration de Paddington elle est vraiment parfaite, quoi. C'est-à-dire que je me pose pas la question une seule seconde est-ce qu'il est mal incrusté ou quoi, c'est vraiment bien fait, quoi. Et bon, tu l'as pas dit, mais une grande partie des choses qui fait que ces films sont quand même agréables, c'est les méchants, quoi. Il y a vraiment des antagonistes Oui, c'est vrai. très très drôles. Je pense à Nicole Kidman dans le premier, qui était super, même si on se souvient quand même surtout de Hugh Grant dans le 2, qui joue complètement de son image, qui est un genre de comédien en fait, qui se métamorphose, et à chaque fois il a une nouvelle transformation qui est assez marrante et assez réussie, quoi. Et ouais, en fait c'est des films un peu feel good, donc en vrai c'est comme tu l'as dit, c'est presque des films de Noël, et c'est un peu sur ça que moi je les aime bien, mais sans plus, c'est pas ma cam. En fait, moi, ces films-là, tu sais très bien, c'est pas mon truc. Je reconnais les qualités, mais c'est pas du tout mon genre de film, un peu mièvre, là, sur la famille, les valeurs familiales, et ouais, tout le monde est beau et tout à la fin. Enfin, tu vois, c'est des trucs qui je suis un peu hermétique à ces trucs-là, mais je reconnais quand même que c'est quand même plutôt bien fait, quoi. Voilà, je vais pas, faut quand même le reconnaître, quoi. Et sur le coup, Paul King, devait réaliser Paddington 3, enfin en tout cas il aurait pu, mais il a décidé de voguer vers d'autres horizons, puisqu'il est parti à Hollywood. Il a réalisé Wonka, dont on a parlé il y a plus d'1 an maintenant. Est-ce que tu te souviens de ce que t'avais pensé de Wonka ou pas du tout? Je me souviens plus de ce que j'avais dit. Je sais que sur les musiques je trouvais ça pas dégueu, parce que j'avais réécouté la BO derrière après, mais j'étais pas convaincu à 100% de ce que je me souviens. Mais bon, après il a eu raison de faire Wonka, vu le succès que ça a été, ça a fonctionné, quoi. Et là en plus il est sur Le Prince Charmant, c'est ça là, de Disney. Ah oui, c'est un truc comme ça. Bon là je sais pas ce qu'il va nous faire encore, mais après tu vois, Wonka c'est le premier film qu'on a vu de lui, et du coup je comprends un peu mieux pourquoi il a fait Wonka, vu ce qu'il avait fait sur Paddington. Il y a un peu ce côté film aussi un peu familial, qui fait très film de Noël et tout, mais pareil, moi je l'ai un peu oublié le film, moi il m'a pas du tout marqué. Je me souviens de quand même, il y avait des bonnes idées visuelles, des bonnes idées de transition. Je me souviens évidemment Timothée Chalamet là, qui joue Wonka, il est en dessous d'une lampe, et au bout d'un moment il a une idée, et comme il a une idée, la lampe elle s'allume au-dessus de sa tête, et c'est plein de petites idées comme ça en fait que Paul King y met, et qui sont assez agréables. Mais je me souviens qu'il y avait un univers un peu CGI trop lisse que j'avais pas aimé dans le film. Je trouve que déjà il se repose un peu, il y a un peu trop de CGI, ça se voyait beaucoup trop. Ouais, et moi je me rappelle qu'il y avait un peu de grossophobie aussi qui m'avait saoulé. Oui, des blagues, et je me souviens très bien. Je me souviens. Moi les chansons, moi ça m'a pas marqué, mais moi les chansons au cinéma en général c'est pas c'est pas une histoire d'amour. Mais je me souviens surtout c'était un problème de casting, c'est-à-dire que Timothée Chalamet
déjà je l'aimais moins que maintenant parce que Timothée Chalamet encore l'année dernière je trouve il s'est un peu voilà avec Complete Unknown et Ali Dune 2 où là je trouve qu'il jouait bien, bah là avant j'aimais pas du tout, et là en fait c'est pas tant son niveau d'acting, c'est plus que je trouve qu'il incarnait pas du tout le côté décalé, fou de Willy Wonka en fait, pour le coup que Johnny Depp avait et que l'acteur du film original j'imagine avait aussi, mais je l'ai pas vu le film original de la Charlie à la chocolaterie. Je le conseille, il est sympa. ouais. Après je mange déjà beaucoup de chocolat, je sais pas si je voudrais voir le film, mais en tout cas ouais voilà, c'est pas un film qui m'a marqué grandement, et voilà, et retour à Paddington au Pérou. Qu'est-ce que tu peux nous dire de plus sur la production, Ista? Eh ben, Paddington au Pérou, c'était une comédie d'aventure familiale britannico-franco-nippo-américaine qui est réalisée par Dougal Wilson. Et ouais, donc c'est plus Paul King qui est à la réalisation, et on parlera de si ça a impacté ou pas le film. C'est donc Dougal Stewart Wilson, qui est un réalisateur anglais de publicité, de vidéoclips et de films, et son travail comprend la réalisation de plusieurs publicités de Noël de John Lewis et du clip vidéo nommé aux Grammy Awards pour Live in Technicolor 2 de Coldplay. Voilà, les fans de Coldplay sauront de quoi ça parle. Gros budget, c'est le plus gros budget de la franchise, 72 millions, et en même temps ils vont au Pérou, donc voilà, c'est là que ça coûte plus cher. Je te propose d'attaquer le film, Ista. Ouais, on peut y aller. Et c'est parti. C'est une impression ou ça secoue un peu? C'est moi qui pilote le bateau! Bienvenue au Pérou. Paddington coule des jours heureux dans le quartier de Windsor Gardens à Londres. Avec sa famille, les Brown, il décide de faire un voyage au Pérou, le pays natal de Paddington, afin de rendre visite à sa tante Lucie qui réside maintenant dans une maison de retraite pour ours. Mais quand Paddington arrive sur les lieux, sa tante Lucie a mystérieusement disparu depuis une quête. Tintintin. Ben Whishaw qui réinterprète encore la voix de Paddington Brown, Hugh Bonneville, Emily Mortimer qui remplace Sally Hawkins dans le rôle de la mère Mary Brown, Madeleine Harris, Samuel Jocelyn, Julie Waters, Olivia Colman et Antonio Banderas, notre Zorro préféré. Ista, la traditionnelle question, qu'est-ce que tu as pensé rapidement sommairement du film avant d'entrer dans les détails? Je suis un peu déçu. C'est pas une franchise que j'ai adorée, mais ouais, je trouve que c'est le moins bien des trois. C'est le moins bon des trois. Déjà, on perd aussi un peu, je trouve, le charme un peu londonien de la franchise parce qu'on va au Pérou. Donc, je trouve que je trouve ça manque déjà de ça, un peu. Les méchants, je les ai pas trouvés super. Antonio Banderas, c'est un peu marrant, mais c'est pas fou. Alors, les persos, moi, le remplacement de la mère, il m'a perturbé tout le film, sur le coup. Le remplacement de Sally Hawkins par Emily Mortimer, ouais. C'est ça. Moi, ça m'a beaucoup perturbé parce que c'est pas du tout, elle dégage pas du tout la même vibe, hein. Je trouve que c'est complètement différent. Donc ça m'a un peu perturbé pendant tout le film. Puis je trouve aussi qu'en fait, la famille est pas tellement mise en avant que ça. Je trouve elle est plus en retrait ici. Ouais, elle est beaucoup plus en retrait et je trouve que c'est un peu dommage. Voilà, donc j'ai trouvé ça assez moyen au final, ça m'a pas trop accroché. Je trouve les deux autres bien meilleurs, quoi, et là j'ai trouvé ça assez lambda. Voilà, ça se regarde, mais c'est pas affreux, mais c'est très basique, je trouve. Ouais, je vais te rejoindre un peu. Oui, c'est clairement le moins bon des trois. Après, j'ai l'impression que tout le monde s'y attendait un peu que ce soit le moins bon des trois parce que il y avait plus Paul King, et je crois que c'est vraiment ça qui se ressent en fait dans le film, c'est l'absence de Paul King, je pense, au niveau de la mise en scène, des idées, même des arcs des personnages, hein. Il me semble qu'il y a plus de scénaristes sur celui-là que sur les autres, et je crois que qu'il y a eu plus de problèmes d'écriture, enfin c'est moins bien écrit, et en fait c'est jamais désagréable vraiment, en fait, Paddington au Pérou, hein. Enfin c'est dur de passer vraiment un mauvais moment devant Paddington, je trouve, mais effectivement tout est moins bon, je trouve, le traitement de la famille, l'intrigue, les méchants, les idées visuelles, en fait tout est en dessous, en fait, et j'ai l'impression de voir en fait Paddington, enfin les deux premiers Paddington, mais en moins bon, en fait, tout simplement. Donc c'est un peu ça le problème, quoi, du film. Et voilà, pour entrer un peu dans le récit, ils partent au Pérou. Donc c'est je pense une volonté d'être frais dans la saga, en fait, d'apporter quelque chose d'un peu frais, c'est-à-dire de partir en voyage, quoi. Et d'ailleurs c'est très commun ce genre de suite de comédie familiale, etc. Ça me rappelle les films Disney Channel où ils partent tous en voyage à un moment, dans les suites de films Disney Channel, où ils partent forcément en croisière ou je sais pas où, pour sortir un peu du cadre anglais, ce qui, en soi, est pas une mauvaise idée, enfin, c'est pas grave, tu vois, tu peux sortir du cadre anglais, aller au Pérou, même si c'est dommage, c'est un truc que t'as dit, c'est que moi, je trouve que ça jouait bien le décalage de Paddington, en fait, cet ours qui est complètement naïf et qui connaît pas les règles du tout de vie en société. Il était vraiment en décalage avec Londres, en fait, avec le Royaume-Uni, et du coup ça te donnait des scènes assez
drôle, en fait, assez burlesque avec Paddington. Mais au final, là, on se retrouve avec un film d'aventure, parce que c'est vraiment un film d'aventure, avec chercher un trésor, une quête et tout. Mais je trouve que c'est un film d'aventure assez banal, en fait. Au final, c'est très basique, ouais. y a rien de fou, quoi, je pense. D'ailleurs, ils mettent l'Eldorado, encore une fois, au centre du récit. Et l'Eldorado, c'est un truc qui est utilisé, surutilisé, en fait, dans ce genre de film d'aventure. Et enfin, tu vois, tu te dis, bon, tu vas encore une fois, tu vas en Amérique du Sud pour aller chercher un trésor. J'ai l'impression que j'ai vu ça 50 milliards de fois, quoi, au final. Et ouais, c'est pas très entraînant. Je trouve que ça manque beaucoup d'énergie, quoi. C'est-à-dire que... Ouais, moi je trouve qu'il y a aussi un manque de rythme dans le deuxième acte où tu t'ennuies un peu, je trouve. Oui, moi je trouve qu'il y a un ventre mou, en fait. Il y a un ventre mou dans le film. Même si on s'ennuie pas trop, en fait, dans le film, pour moi, le ventre mou, il est au niveau du bateau. C'est-à-dire que vraiment, ils sont sur un bateau avec Antonio Banderas, qui a des délires et tout. Et le délire avec Antonio Banderas, c'est hyper répétitif. Hein. Ouais. Genre, j'ai l'impression que ça voulait pas finir. Au bout d'un moment, j'étais bon, allez, on abrège, quoi, tu vois. Ouais, c'est long. Et je trouve que ça manque, je sais pas toi, mais beaucoup d'épique, en fait, d'entrain, quoi, dans certaines épreuves, dans certains trucs, quoi. Même la fin, enfin, avant la finalité de ce qu'ils vont trouver. Je veux dire, il y a toute une séquence d'action et je trouve que ça manque vraiment d'énergie, quoi. Ouais, c'est peut-être là où j'ai trouvé ça un peu sympa, mais... Non, c'est sympa, mais je trouve que c'est une séquence qui est beaucoup moins réussie que, enfin, je pense, tu vois, Paul King, il aurait fait ça aurait été beaucoup mieux fait, il y aurait eu beaucoup plus d'idées. Oui, je pense aussi, ouais. C'est très basique, ça fait très Tomb Raider. Voilà. Ouais. Mais tu vois, genre, par exemple, on a vu au début, enfin, il y a un mois, Wallace et Gromit. Tu compares le climax de Wallace et Gromit avec, tu sais, le train et tout, avec des idées, c'était beaucoup l'arigot de mieux, partout. C'était beaucoup plus entraînant, quoi, que ce truc-là, quoi. Et même les énigmes et tout ça, moi, déjà, je suis pas client des films d'aventure comme ça, avec des séquences d'énigmes et des courses-poursuites, à ne non plus vouloir, tu sais, au bout d'un moment, j'en peux plus, quoi. J'ai l'impression que ça m'intéresse pas du tout, quoi. Mais ouais, j'ai l'impression que c'est hyper redondant, quoi. Ça tourne en rond, quoi. Au bout d'un moment, tu te dis, mais... Alors que je trouve que c'était une des forces des premiers Paddington, c'est qu'ils arrivaient toujours à avoir une idée, un truc, enfin... C'est comme Paddington 2, genre, Paddington, il finit enfermé dans une prison. Ah, mais moi, c'est le passage préféré, donc Paddington 2, c'est la prison, c'est trop bien, la prison. Mais non, mais tu vois, il arrive en prison, jamais de la vie, tu t'attends à ce qui va se passer dans cette prison, tu vois, après, tu vois, parce que tellement, et là, ouais, tu vois, je me suis fait chier, quoi, voilà. C'est un peu dommage. Ouais, pareil. En termes de mise en scène et tout, je trouve qu'il y a beaucoup moins d'idées, tu vois, qui me restent en tête et tout. Il y en a un petit peu quand même, mais oui, c'est pas il y en a. Longtemps, hein. Il y en a, mais je trouve que c'est beaucoup moins bien utilisé, quoi. Il reste des trucs, genre, tu sais, les tableaux que peint la mer, par exemple, on rentre dans les tableaux et ça donne... Voilà, ce genre de truc, ouais. Ouais, mais c'est des trucs qu'on a un peu déjà vu, tu vois. J'ai l'impression que Dougal Wilson, celui qui a fait le film, il a pas tant d'idées que ça et qui pioche un peu dans les idées que Paul King avait mis avant, quoi. Il y a ça, et après, au début, quand ils sont en Londres, tu sais, à un moment, on voit comme si c'était une maison de poupée, on voit un peu tous les étages, on voit tous les membres de la famille dans chaque pièce et tout. Ça m'a un peu marqué, tu vois, mais c'est tout, quoi. Oui, au début, ça va, après, ça fait très Paul King, quoi, tu vois, c'est pas des nouvelles idées. Et puis même certaines idées qu'il reprend, je trouve qu'ils sont moins bien repris. Par exemple, il y a un passage dans chaque Paddington où Paddington, il regarde quelqu'un très intensément, et ça met la personne mal à l'aise. Et je trouve que ici, c'est il le fait, mais c'est un peu, beaucoup moins bien, je trouve, fait. Et beaucoup moins justifié que les autres, par exemple, tu vois. Même s'il reste encore quelques idées assez drôles, c'est un peu du déjà vu, quoi. Il n'y a pas toute la maestria aussi, par exemple, dans Paddington 2, l'utilisation des couleurs que fait Paul King, je pense, dans le rose, par exemple, est très important dans le 2 pour la prison. Ici, il n'y a pas toute cette utilisation de la couleur là. D'ailleurs, même son environnement, je trouve pas qu'ils en font vraiment grand chose, en fait, dans le film. Ouais, je trouve ça aussi que c'est le Pérou. En fait, ils en font pas grand chose, hein. Le fait d'aller au Pérou, c'est des forêts, voilà, avec des arbres. Et je trouve qu'il y a rien de fou, quoi. Il y a rien vraiment du tout. En fait, il y a juste un moment où ils sont en bateau, où ça tangue, enfin, voilà, il y a un truc, mais bon, c'est des trucs déjà vus, quoi. Donc, c'est pas... Puis même, je trouve que l'arc, moi, du père, avec l'araignée, il est pas fou, quoi, aussi. Hein. Oui, après, tous les arcs, on en reviendra après, mais tous les arcs des persos, bon, ils sont moins bien intégrés dans le récit que les autres, quoi. Mais, par contre, il y a un truc que je trouve qu'il y avait pas dans les autres films, mais que là, il y a, c'est les incrustations. Je trouve que le film fait beaucoup plus numérique, hein. Je sais pas toi, mais moi, je vois beaucoup plus les décors numériques et les fonds verts que ceux d'avant, quoi. Je l'avoue que ça m'a pas choqué plus que ça, mais c'est possible que si je le revois, que je fais gaffe, ouais...
Ça m'étonnerait pas, ouais. Bah, surtout que Paul King, je Il y trouve a que c'est... beaucoup de flou derrière et tout, ouais. Oui, bah voilà. Mais surtout que Paul King, je trouve que c'était vraiment ça qu'il voulait gérer. Hein. C'était l'incrustation de Paddington, c'était la priorité, quoi, sur chaque plan, qu'il soit extrêmement bien intégré dans le cadre, Il s'efforçait toujours d'avoir un côté palpable. Tu vois que Paddington, il interagisse à travers des inserts ou des trucs. Tu vois que on sente qu'il vit vraiment dans cet environnement. Et là, je trouve que j'ai pas l'impression que Paddington, il vit vraiment dans cet environnement. J'ai l'impression que on voit vraiment le côté CGI de la jungle. La jungle est vraiment CGI, quoi. Même la lumière, le soleil et tout, ça fait extrêmement CGI, quoi. Et puis c'est très gris aussi, moi je trouve. Ça manque de couleur, hein. C'est très c'est vrai. C'est très basique, hein. C'est photo numérique, le film, un peu, quand même. Ouais, voilà, c'est après, ça, ouais. Après, je pense que c'est plus compliqué aussi. Là, je pense, ils sont au Pérou et tout. Enfin, voilà. Ils ont tourné une partie au Pérou, d'ailleurs, pour le coup. Donc, c'est bizarre qu'on ressente autant le côté numérique, pour le coup. Ouais, parce qu'ils ont été vraiment dans la forêt, quoi. Je pense. Après, je sais pas à combien de pourcents le film est tourné au Pérou. Tu vois, peut-être qu'il doit y avoir pas mal de plans truqués, hein, évidemment. Mais je trouve que c'est moins bien, en tout cas, incrusté dans le récit et tout. On voit beaucoup plus les effets spéciaux. Est-ce que le film t'a fait rire? Le ton du film, toujours très comédique du film, t'a fait assez rire? Pas beaucoup rigolé, malheureusement. Après, juste le truc dans le Nomadras avec ses ses personnalités, là, c'est un peu marrant. Mais non, j'ai pas beaucoup rigolé, hein, celui-là. Hein, sur le coup, je suis pas trop convaincu sur l'humour, je t'avoue. Moi, Olivia Colman m'a fait rire, quand même, parce que Ouais. Enfin, j'aime bien ses mimiques d'actrice et tout. Je la trouve. En fait, je la trouve drôle naturellement. Après, il y a quelques passages qui fonctionnent parce que en fait, Paddington, c'est un humour, un côté burlesque en fait, assez appuyé. Ah oui, il y a de l'humour absurde des... dans Paddington, hein, clairement. Oui, il y a un truc qui me fait beaucoup rire dans cette saga, c'est le fait qu'en fait, Paddington est un ours qui parle et les gens s'en foutent. En fait, tout le monde s'en fout et c'est genre comme si c'était normal, et moi ça me fait beaucoup rire en fait ça de voir ça, quoi. Genre le passeport, à chaque fois ils vont au passeport, ils voient sa tête, ils voient que c'est un ours, il fait bon ok, ça passe, tu vois c'est assez drôle les tons légers. Après oui, effectivement c'est peut-être le moins drôle, je pense, des trois, mais encore une fois ici je trouve que ça fonctionne quand même plutôt le surjeu des acteurs, parce que les acteurs sont tout le temps en surjeu ici, et voilà, c'est dans le ton du film, mais encore une fois c'est assez sincère aussi, je pense, tu vois, c'est pas cynique, ils croient toujours en ce qu'ils font, tu vois, ils font pas des trucs méta insupportables ou des clins d'œil insupportables, voilà, je pense que les gens qui aiment les deux premiers vont plutôt aimer celui-là. Je pense que voilà, ça sera le moins bon pour tout le monde, mais je pense que voilà, c'est pas une trahison, quoi, par rapport aux deux premiers, mais voilà, c'est pas le plus inventif en fait, et c'est un peu ça le problème, quoi. L'intrigue, moi j'ai des petits problèmes avec aussi ce que ça raconte, en tout cas l'intrigue, comment elle est faite. C'est-à-dire que comme dans tous les Paddington, et celui-là je trouve encore plus, c'est-à-dire qu'on voit tout, en fait, ce qui va se passer. Voilà, dès le début, comment ça va se passer, tu vois. Mais le problème, c'est qu'il y a rien qui dépasse vraiment, tu vois. C'est-à-dire que comme je disais dans Paddington 2, oui, tu sais à peu près comment ça va se finir, les valeurs familiales, tout ça, mais au milieu, t'as une séquence de prison que tu t'y attends pas, tu vois ce que je veux dire, c'est encore des séquences ici, c'est vraiment une ligne droite, quoi. C'est-à-dire c'est vraiment une ligne droite, les personnages partent d'un point, ils vont arriver jusqu'à l'autre point, et y a pas trop de péripéties qui me font lever des sourcils. Et puis le retournement de situation, tu le vois venir aussi. Enfin, dès le début, moi je me suis dit ce personnage, le truc c'est que dès qu'il y a une tête connue dans cette saga, c'est que c'est les méchants de la saga, donc enfin c'est les méchants. Oui, mais le film joue avec ça aussi, tu vois, le personnage d'Olivia Colman, il est présenté comme extrêmement suspicieux. Et ils jouent avec ça en fait depuis le début. Ils savent, en fait, le film, ça je trouve quand même le fait bien, c'est qu'ils jouent avec le fait qu'on sait que c'est la méchante, quoi. C'est-à-dire que elle est tellement suspicieuse, mais et elle a une phrase où elle dit mais il y a rien de suspect dans ce que je fais, à chaque fois, qui revient, ou elle a une planque secrète, une base secrète dans le truc et tout. Enfin, elle fait des trucs ultra bizarres, et t'es en mode oui, évidemment c'est la méchante, mais je suis content qu'ils jouent pas le mystère dessus, quoi. Moi pour le coup ça a plutôt marché sur moi, ce côté-là, quoi. Après ils font un plot twist, mais le film est conscient que c'est pas un plot twist et qu'ils te l'ont préparé depuis le début, et que tout le monde sait que c'est la méchante, quoi, du film. C'est même pas un spoil, hein, que ce soit la méchante, tellement c'est appuyé, quoi. Mais moi c'est vraiment juste le côté ligne droite, et il y a rien qui dépasse, moi, qui me dérange, et surtout qu'on est au 3e film, et enfin je suis en mode là tu me dis il y a un Paddington 4, je sais pas si j'ai envie de voir, au bout d'un moment, est-ce que c'est pas un peu redondant, quoi, tu vois, je me dis là. Moi j'ai cru que la fin du film ça allait être j'ai cru qu'il allait se passer un truc à la fin du film qui fait que ça allait être la fin de la saga, mais au final non, parce qu'il y a un retournement sur le coup, et voilà, quoi, et donc ça peut continuer encore, quoi. Ah ça va continuer, je pense, si le film cartonne, hein. Mais je crois qu'il fonctionne pas trop mal, enfin je sais pas c'est quoi son budget, mais il a 72 millions son budget. Ouais, faut voir, je sais pas. Mais après je crois qu'il était sorti que au Royaume-Uni pour le coup,
Et je crois qu'il avait fait 60 ou 70 millions juste au Royaume-Uni. Donc voilà, là, il est sorti à peu près dans le monde. Donc bon, on verra comment il se porte. Ouais, Mais ça marche plutôt bien au Royaume-Uni, quoi. Oui, bah surtout, bah voilà, c'est une saga de là-bas, donc oui. Mais ouais, moi-même, là tu parlais, mais la famille aussi, je trouve que c'est beaucoup moins réussi aussi leur arc entre guillemets, parce qu'à chaque fois ils ont un arc un peu chaque membre de la famille. Ici, je les trouve beaucoup plus en retrait et surtout, je trouve que leur arc, il est un peu soit forcé, soit le payoff, il est pas si intéressant, quoi. Bah c'est ça, ouais. Parce que là, je me souviens, bah, dans le 2, tu sais, il y a la mère, là, qui s'imagine une aventure et tout. Puis au final, elle fait un plongeon, il me semble, à la fin du film. Sur le coup, donc t'as cette payoff, comme tu dis. Mais là, je crois que la mère, il y a rien de, je sais même pas s'il y a quelque chose, Bah, en fait. Parce qu'elle fait des peintures, quoi. Chaque Paddington, il y a des setup payoff au niveau de la famille. C'est-à-dire chaque membre de la famille a une épreuve, en gros, qu'il va accomplir ici. Et la mère, c'est qu'en gros, elle a peur que ses enfants partent de la maison. Et à la fin, elle comprend que ça fait partie de la vie. Voilà, elle est en paix avec ça, que ses enfants partent. Ah oui. Et, tu vois. Oui, okay, ouais. Bon, mais le truc, c'est que c'est très en surface, parce que c'est-à-dire que la famille, comme tu l'avais dit au début, bah en fait elle est pas si centrale que ça ici, hein. C'est un peu dommage, parce que c'était quand même la force de la saga, je trouve, c'est l'histoire familiale. Mais en vrai, même tous les autres persos, par exemple les enfants, ils ont tous un arc, mais l'arc il est un peu nul, quoi. C'est-à-dire que le garçon, son arc, c'est de sortir de sa baraque et d'utiliser ses inventions ultra sophistiquées pour en dehors de chez lui, là, que d'utiliser pour autre chose que glander chez lui, quoi. Et à la fin, il utilise une de ses inventions pour au niveau de l'hélico ou de l'avion, je sais plus ce qu'il fait avec, et voilà, il sauve Paddington ou je sais pas quoi. Enfin, c'est très léger, je trouve, tu vois, et c'est très attendu surtout, tu vois. Dès que tu vois le début avec ses inventions, tu te dis, ouais, ok, bah une de ses inventions, elle va servir à un moment dans l'histoire, et voilà, quoi. Surtout que les enfants, j'ai l'impression qu'ils parlent pas du tout dans le film. Non, pratiquement pas, ouais. Ils sont là dans le background, mais ils parlent pas du tout, quoi. Mais même, j'ai l'impression que même la mère, c'est pas beaucoup, elle est beaucoup moins présente que dans les autres. C'est surtout le père. Je trouve qu'il y a un peu plus, qu'on voit peut-être un peu plus, qu'on entend un peu plus. Bah après, comme dans les autres opus aussi, je crois que le père, il est quand même. Ouais, il est très mis en avant, le père, c'est vrai. Mais après, son arc, il est nul, quoi. C'est juste une araignée, puis voilà. Bah, lui, c'est l'araignée, c'est surtout vaincre. Oui, c'est peur. Enfin, comme ils disent, le truc. De prendre des risques. Non, pas Nathalie, Ellie Atwell, qui fait un caméo, là. Ouais. Et elle lui dit, ouais, tu dois prendre des risques, il doit apprendre à prendre des risques. Mais c'est bizarre, ça, parce que, en fait, j'ai l'impression que c'est un peu forcé, parce que c'est le personnage de Hugh Bonneville, du coup, que moi j'ai connu dans Downton Abbey, voilà, qui est un très bon acteur. Mais en fait, le truc, c'est genre, il a peur de prendre des risques, mais tu te dis, mais le mec, j'ai vu Paddington 2, en fait. Paddington 2, il prend quand même pas mal de risques, il est assez courageux, donc, tu sais, je suis en mode, bon, c'est un peu bizarre de revenir à ça, tu sais, parce que j'ai l'impression qu'ils savent plus trop quoi raconter avec certains personnages, du coup, ils reviennent un peu en arrière, quoi, sur ces personnages-là, quoi. Même Emily, la mère qui est jouée par Emily Mortimer, bon, elle a peur que ses enfants partent de l'appart. Je trouve ça un peu léger, et ouais, voilà, j'ai pas été satisfait, quoi. Surtout que c'est implémenté, mais c'est de manière beaucoup moins organique. C'est beaucoup plus foutraque et moins satisfaisant, au final, dans le récit, et oui, c'est un peu dommage, quoi. Ils essayent de copier, j'ai l'impression, sur la structure de Paddington 2, mais ouais, je sais pas. Bah après, ils font la même chose, quoi. Ils essaient de refaire la même chose, pour le coup. Sauf que c'est le cadre qui change, évidemment, voilà. Mais voilà, c'est beaucoup moins bien exploité. Mais après, les acteurs jouent plutôt bien, Hugh Bonneville, moi, je trouve. Ah oui, j'ai rien à dire sur les acteurs. À part la mère, mais c'est pas sa faute, en fait. Oui, bah c'est ça. Mais je suis d'accord, en fait, c'est que moi aussi, j'ai été beaucoup moins touché, du coup, par Emily Mortimer, et parce que moi, Sally Hawkins, elle a quelque chose, en fait, au niveau du personnage, une tendresse, tu vois, naturelle, et je sais pas, elle est extrêmement sympathique directement, Sally Hawkins, en tant que mère, et je trouve que voilà, la recaster, ça fait un peu perdre au personnage, surtout qu'Emily Mortimer, je sais pas, elle dégage pas exactement la même chose que Sally Hawkins, donc ouais, je les trouve là sur le coup, ça m'a un peu, tu vois, au niveau de l'émotion du film, parce qu'à la fin il y a un moment un peu émouvant qui fonctionne plutôt bien, mais je veux dire, j'aurais pu être beaucoup plus touché si c'était Sally Hawkins qui était impliquée plus que Emily Mortimer, quoi. Parce que je trouve qu'en plus Emily Mortimer fait peut-être la mère de famille comment tu te l'imagines basiquement, quoi. Enfin, sur le coup, là où Sally Hawkins, elle est un peu spéciale quand même. Oui. Mais elle a plus ce côté, elle faisait beaucoup plus artiste, timide, ouais. Mais en même temps qui est une bonne mère et qui fait tout pour ses enfants. Enfin, tu vois, il y a un truc comme ça ici, je sais pas. Elle a pas la même énergie, quand même. Enfin, en tout cas, ça m'a beaucoup moins marqué. Reste quand même Paddington, le GOAT. Comment dire? Moi, je trouve toujours très mignon et très drôle, en fait, dans sa naïveté, Paddington. Voilà, en fait, c'est lui qui fait passer un bon moment, en fait. Largement, quoi. Ça marche toujours, ouais, je suis d'accord. Et ici, c'est le seul qui a un peu
bon, même si c'est un peu redondant, mais c'est traité de manière un peu différente, c'est une quête un peu de soi, enfin, de savoir un peu qui il est, pour le coup, de revenir à ses origines, tout ça, quoi. Et du coup, il y a encore un propos qui est dans toute la saga, mais un propos sur l'immigration dans Paddington qui est présent à chaque fois, sur ce personnage qui émigre dans un autre pays et qui va trouver une nouvelle famille, quoi. Et c'est ça, Paddington, il va devoir trouver sa place dans cet opus et là où il se sent bien. Et la fin est plutôt émouvante quand même, à la fin, dans ce qu'il trouve et la réponse qu'il donne à se trouver lui-même, c'est que la vraie famille, c'est celle que lui se choisit et pas forcément là où tu nais. Et c'est vrai que moi je trouve ça un peu mignon quand même, ce rapport à la famille. Le rapport à la famille, c'est dans toute la saga, mais il y a aussi le personnage d'Antonio Banderas aussi, qui a aussi ce rapport à la famille, de savoir ce qui compte vraiment, voilà, pour lui. Bon, des valeurs familiales, voilà, un peu naïves, mièvres, mais je trouve très sincère, et voilà, je trouve que son propos sur l'immigration est quand même assez touchant, et ça fonctionne toujours bien. Les méchants, un peu en dessous des deux premiers films, on va pas se mentir. Ouais. Ah, mais c'est vrai que Hugh Grant, c'est peut-être pour ça que le 2 est adoré, parce que Hugh Grant, il est trop drôle. Hein. Oui. Maintenant, il a fait c'est son truc, quoi, de jouer ce genre de méchant. Oui. Où il a un peu un recul sur lui-même, tu vois, il est un peu drôle et tout, quoi. Où il fait un Oompa Loompa aussi. Voilà, il fait des trucs un peu en roue libre maintenant. Mais oui, ils sont clairement en dessous. Olivia Colman, je trouve qu'elle a vraiment quelque chose. C'est-à-dire que dans ses mimiques, le côté suspicieux et tout, et je trouve qu'Olivia Colman le joue très bien. Et d'ailleurs, elle a une des meilleures séquences du film, c'est la séquence en chanson, où elle se présente au début avec la maison de repos pour ours, et je trouve qu'elle est super, cette séquence, elle est assez drôle. Mais en fait, elle est trop en retrait en fait dans le film, je trouve. Beaucoup, hein. C'est-à-dire qu'elle est pas dans l'intrigue, elle revient dans l'intrigue à la fin, mais pendant une bonne partie du film, en fait, on a des petites pastilles avec elle et la grand-mère, en fait, de la famille, et en fait c'est assez drôle et tout, mais c'est un peu déconnecté pendant une grosse partie du film, donc voilà, quoi. Et c'est vrai que j'aurais limite préféré la suivre elle plutôt qu'Antonio Banderas au final, plutôt que le personnage d'Antonio Banderas, qui est un peu ennuyeux au bout d'un moment, moi je trouve. Je sais pas toi, mais moi Antonio Banderas, bon, 5 minutes ça va, mais au bout d'un moment au bout d'un moment c'est lourd. Ouais, bon, je peux comprendre, ouais. Ouais, c'est pas des méchants qui m'ont convaincu de fou. Bon. Mais en vrai, le fait qu'elle soit pas beaucoup présente, Olivia Colman, Nicole Kidman, c'était un peu pareil dans le premier. On la voit pas si longtemps que ça. Hein. Elle arrive tard dans le récit. Hein. J'avais pas l'impression. Écoute, quand j'ai vu le premier film. Mais après, peut-être parce que c'était la seule méchante aussi. Oui, voilà, aussi. Là, c'est vrai qu'il y en a deux. Donc ici, il y en a deux, et c'est surtout Antonio Banderas pendant les 3 quarts du temps, quoi. Et Antonio Banderas, je suis moins fan. Il a ce côté hanté par la famille, il y a des bonnes idées de mise en scène où, en fait, il joue les propres membres de sa famille, d'anciens membres de la famille. Il y a des séquences assez bien faites où les tableaux prennent vie et lui parlent et tout. Mais en dehors de sa folie et de ces idées-là, en fait, il y a rien de fou, quoi. C'est-à-dire que lui, je pense qu'il s'amuse un peu, mais en fait, il y a rien de frais pour lui. Antonio Banderas fait du Antonio Banderas, quoi. Tu vois, dans le film, il y a pas de truc où je me fais dire, ah putain, ça change un peu, quoi. C'est vraiment, tu vois, contrairement à Hugh Grant, où encore, tu vois, il était dans une nouvelle mouvance un peu de jeu. Lui, bon, il fait un peu ce qu'on lui demande aux États-Unis depuis des années, quoi. Donc, bon. C'est vrai qu'Hugh Grant, lui, on connaissait surtout pour des comédies romantiques ou ce genre de trucs, là, vous êtes beau gosse. C'est ça. Et tout, et ouais, ça changeait, quoi. C'est vrai qu'Antonio Banderas, c'est pas tellement différent de ce qu'il fait d'habitude, effectivement. Il a déjà joué des méchants, il a déjà joué des mecs un peu anti-héros, de ce genre de choses, donc oui. De toute façon, aux États-Unis, t'es un étranger, tu peux jouer des méchants. C'est un peu et ça, en plus, quoi. Peut-être Olivia Colman, c'était un peu nouveau, ouais, effectivement. Oui, elle est oui. très expressive dans son visage et tout, c'est pour ça que ça marche bien. Bah après, elle a un visage très expressif, moi je trouve. Bah oui, c'est fou. De base, elle est assez belle, c'est marrant, quoi. Après, lui, il a un petit duo avec Paddington, mais voilà, c'est un peu redondant, et ouais, après, j'ai pas grand chose à rajouter sur le film, j'avoue, c'est peut-être notre critique la plus courte, ce sera sur Paddington. Ouais, bah y a pas grand chose à dire, c'est pas un film incroyable, il se passe pas 500 trucs, bon voilà, quoi. Oui, surtout qu'il y a beaucoup moins d'idées que les précédents et tout. Oui, donc, en plus. Voilà, c'est une comédie familiale que je pense va énerver personne, mais je pense que ça sera pas c'est un peu une déception quand même, je pense, vis-à-vis des deux premiers, quoi. Bon, bah voilà, on va clôturer ici. Pour le coup, Ista, qu'est-ce qui sort la semaine pro, enfin cette semaine? Alors, cette semaine, il sort Captain America Brave New World, le premier film de l'année du MCU. Ah, je savais pas du tout qui sortait là. Je rigole. Comment ça? Non, bah voilà, premier gros blockbuster de l'année. Voilà, faut le dire. Ouais, en plus, oui, c'est vrai. Ouais. Donc voilà, pour la Saint-Valentin, si vous savez pas quoi faire.
Allez, amenez votre copine ou votre copain voir Captain America Brave New World, parce que c'est un film, voilà, qui a été marketé pour la Saint-Valentin, pas du tout. Non. C'est un peu bizarre comme date de sortie, mais bon, écoute, pourquoi pas. Bon, voilà, on en parlera. De toute façon, toi et moi, Ista, la semaine prochaine sera notre prochaine critique. L'année dernière, c'était Madame Web à la même période de la Saint-Valentin. Ouais, bon. Ouais, c'est vrai qu'il y a peut-être un film de super-héros chaque fois. Bon, voilà. Après, Madame Web, je conseillerais pas de le regarder, même pour la Saint-Valentin ou pour n'importe quelle fête, d'ailleurs. Mais voilà, on en parlera et ouais, ça peut-être qu'on sera salé, peut-être que voilà, ça serait une bonne surprise. En tout cas, on a hâte un peu de parler de Captain America. Et on a aussi de Brutalist qui sort, le film de 3h30, voilà, qui est un gros contenders pour les Oscars, voilà, avec Adrian Brody. Et oui, moi j'ai hâte de le voir aussi parce que tout le monde en parle quand même assez bien du film, donc tout le monde dit que c'est une claque, etc. Donc j'ai bien envie de voir ce que ça donne, cette fresque-là. Et voilà, Ista. Ben, on a fini. Et écoute, on espère que vous avez bien aimé cet épisode. N'hésitez pas à mettre les 5 étoiles, le petit pouce en l'air. Voilà, c'est super pour le référencement selon votre plateforme d'écoute, à nous suivre sur toutes les plateformes disponibles, sur Spotify, sur Acast, sur Podcast Addict, sur Deezer, sur Apple Podcast, Google Podcast, je sais même plus tellement il y en a de plateformes. Et n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux @la nuit des sorties, donc sur Twitter, sur Instagram, sur Blue Sky, sur TikTok, sur YouTube. Enfin voilà, vous connaissez la chanson et on se retrouve très bientôt pour les news et Captain America Brave New World, Ista. Ouais, à la prochaine. Ciao.